Et salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu tout mon portefeuille, toutes les positions que j'ai en portefeuille, que ce soit sur CTO ou sur PEA. On va tout voir et je vais notamment vous expliquer pourquoi globalement je détiens ces actions en portefeuille. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais on va voir la surface, les choses les plus importantes à voir sur chaque action que je détiens en portefeuille. Donc déjà j'ai deux portefeuilles, un compte titre sur lequel je fais la majeure partie de mes investissements et aussi un PEA sur lequel je fais quelques investissements. Pourquoi cette allocation beaucoup plus sur compte titre que sur PEA? Puisque sur compte titre j'ai à peu près 20 000 euros tandis que sur PEA à peu près 4 000. C'est parce que tout simplement en fait je préfère investir aux US. Faire du stock picking aux US en tout cas, puisque sur PEA on peut avoir des ETF, mais moi ce que je veux c'est faire du stock picking sur des actions américaines, parce que tout simplement les actions américaines, il y a plus de bonnes opportunités. En fait, il y a plus d'actions qui sont plus qualitatives en termes de marge, en termes de retour sur investissement, en termes de croissance évidemment, on va souvent avoir des meilleures croissances, et même en termes d'avantages concurrentiels, souvent les entreprises américaines sont très très bonnes à ce niveau-là. Et en fait, c'est le mix de tout ça qui fait que je préfère investir aux US et donc j'ai une plus grosse partie de mon portefeuille en compte titre. L'autre truc important que je précise avant de vous le présenter, c'est que j'ai une forte exposition cash, mais qui n'est pas du tout liée au fait que je crois qu'il va y avoir un crash dans les 3 prochains mois. Enfin, ça, j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est pour un impératif extérieur que j'ai autant de cash, puisque aujourd'hui, j'ai à peu près la moitié des deux portefeuilles qui sont en cash. C'est du cash qui pourrait qui pourrait être amené à être investi dans les prochains mois s'il y avait des bonnes opportunités. Mais pour l'instant, étant donné que les marchés sont assez élevé, je l'investis pas, je le garde en attendant et je vois s'il y a des trucs à acheter par-ci par-là, mais de manière générale, de toute manière, je vais pas, quand j'ai du cash et que j'ai pas d'opportunité, je vais pas me forcer à investir. Donc on va commencer par le PEA, ça ira vite puisqu'il n'y a que deux positions. La première position en termes de capi, c'est Evolution AB, où j'ai à peu près actuellement 1400 euros. Là c'est indiqué en couronne suédoise, mais en euros ça fait à peu près 1400. Alors pour ceux qui voudraient savoir, je les ai achetés à peu près à 740, donc dans les 2 derniers mois. Et j'ai fait une performance dessus de 15% pour l'instant. C'est une position évolution AB qui me laisse un peu perplexe parce que il y a quand même une baisse de la croissance qui est assez forte, mais en même temps le niveau de valorisation n'est pas très élevé. Et je considère que le management a quand même fait du bon boulot sur les dernières années. Donc à voir, je ne suis pas aussi pessimiste que certains sur l'action, notamment sur YouTube, qui ont pu vendre leur position récemment sur Evolution AB. Je trouve que Evolution AB a quand même sur le deuxième trimestre eu de la croissance et ça c'est assez positif. Donc moi je la garde. Honnêtement, c'est pas la conviction sur l'action sur laquelle j'ai plus de conviction, mais c'est quand même une action qui a des super marges, à plus de 50% à peu près. Donc j'attends de voir en fait les prochains trimestres pour voir vraiment comment ça évolue. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine ou est-ce qu'on va retomber dans la fin 2024, début 2025 où là c'était vraiment compliqué. La deuxième position que j'ai, c'est Edenred, sur laquelle j'ai à peu près 1000 euros. Bon, là, ça n'a pas trop bougé depuis le début. Il faut savoir qu'Edenred a publié ses résultats juste à l'instant. Donc, je les ai regardés avant de faire cette vidéo. Et les résultats sont corrects. Rien de fou, honnêtement. En fait, on n'a pas énormément de croissance. On est à 7% sur un an, alors que l'année dernière, on était plutôt à 14%. Non, pas 14, 12% à peu près. Enfin, en gros, une croissance à 2 chiffres. Là, on est à un chiffre. Il faut voir comment ça va évoluer au second semestre, parce que ça arrive pour Edenred qu'ils aient des semestres différents. Donc, peut-être que le deuxième semestre sera avec une meilleure croissance. Mais en tout cas, pour le premier semestre, c'était pas exceptionnel. Après, Edenred, c'est une action qui, pour moi, est extrêmement sous-évalué. On est à un niveau de valorisation de 8,5, 9 fois le free cash flow. C'est vraiment très très bas. Et je vous affiche à l'instant un tableau de performance par action entre du coup deux critères qui sont le niveau de valorisation et la croissance. Et si on prend le cas d'Edenred, en fait, c'est assez facile de faire des bonnes performances sur une action comme Edenred à des niveaux de valorisation aussi bas, parce que tout simplement, le fait que Edenred redistribue une grosse partie en dividendes et en rachat d'actions, ça va déjà vous donner une bonne performance. Donc là, je suis à plus 4%. Évidemment, ce n'est pas une position que je compte vendre tout de suite. Est-ce que je pourrais la renforcer? C'est possible, honnêtement. Mais encore une fois, sur le PEA, c'est des actions sur lesquelles j'ai moins de conviction et donc j'ai un peu plus de mal de renforcer. Du coup, on va passer sur le compte titre et sur le compte titre, j'ai 5 actions.
Là, vous vous dites, bah, il y a 6 lignes, c'est normal, puisque ça, il y a ici un ETF obligataire, le VUCE, donc, sur lequel j'ai 2000 euros. Je vais vite fait expédier ça. C'est que comme j'avais beaucoup de cash et que je me disais peut-être en faire un truc, bah, je me suis dit, je vais en mettre une partie sur un ETF obligataire. C'est un ETF obligataire d'entreprise, c'est pas des obligations d'État, c'est d'obligations d'entreprise. Qui est exposé au dollar, donc c'est pour ça qu'il est en négatif, c'est parce que le dollar a chuté depuis que je l'ai acheté. Bon, pas cool, j'aurais dû me couvrir en change, on va dire. Mais voilà, c'est 2000, je savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit, on va essayer, pourquoi pas un ETF obligataire. Puis voilà, bon, c'est censé donner un petit peu de rendement, on verra ça à la fin de l'année. Maintenant, sur les actions, et c'est là où ça va être un peu plus important, il y en a 5 en portefeuille. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que 5 actions intéressantes en ce moment. Il y a d'autres actions qui me font de l'œil, mais ça, c'est des actions sur lesquelles j'ai pas mal de conviction quand même. On va commencer par la plus petite qui est Google. Alors Google, j'ai à peu près 1000 euros dessus. Ah non, un peu plus quand même, 1300. Ah mais non, c'est en dollars, donc ça fait 1000 euros. Bref, et une plus-value de 23%. Je l'ai acheté au moment du... Tout ce qui a été acheté, en gros, ça a à peu près été acheté au moment de la crise des tarifs, hein, en avril. Donc plutôt un bon point d'entrée pour le coup. Et Google, moi, c'est l'un des GAFAM qui me fait le plus kiffer. Honnêtement, Google, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup l'écosystème Google. J'aime beaucoup l'IA Gemini de Google. Donc, il y a plein de choses que j'aime bien dans Google. Et puis surtout, Google, bah, c'est l'entreprise des GAFAM qui est la plus sous-valorisée. Du coup, c'est aussi un critère très important pour moi. Meta aussi a été sous-valorisé et j'ai détenu Meta pendant un petit moment. Mais je l'ai vendu il y a un mois et demi. Alors, faut pas croire que je vends souvent une action. Si j'ai vendu Meta, c'est parce que en refaisant quelques analyses avec, notamment en comptant plus, en prenant plus en compte les SBC, donc les Stock-Based Compensation, eh bien Meta se trouvait assez surévalué quand même dans mon portefeuille. Donc, j'ai décidé de la vendre. Parce que de toute manière c'était pas une grosse position, et de conserver Google en me disant Google a une position importante sur l'IA et investit beaucoup, donc ça me servira d'exposition comme ça au niveau des GAFAM. Ensuite, si on remonte donc sur ma deuxième plus grosse position, actuellement, c'est Mercado Libre. Donc Mercado Libre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte que je considère comme exceptionnelle, qui est en gros Amazon en Amérique latine, mais en réalité, c'est pas totalement Amazon, hein, puisque Mercado Libre, c'est une marketplace only, c'est-à-dire qu'ils vendent aucun produit physique, eux, ils vont juste servir de marketplace. Et il y a un deuxième secteur, c'est le secteur financier un petit peu, c'est ce qu'on appelle une fintech. Et ils vont fournir des services style PayPal et style Square, pour ceux qui connaissent, donc services de paiement et services de virement entre personnes. C'est une entreprise qui a une croissance de fou furieux sur les dernières années. Alors peut-être pas autant qu'NVIDIA, encore que, hein, une croissance vraiment folle, à peu près 40% par an. C'est vraiment dingue, que ce soit sur le chiffre d'affaires, sur l'operating profit ou sur le free cash flow. Toutes les mesures sont au vert avec Mercado Libre, donc c'est vraiment fou. C'est aussi une entreprise qui a des très bonnes marges pour un business de cette ampleur, parce que c'est quand même une très grosse entreprise, et des très bons retours sur investissement. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 euros dans mon portefeuille et je suis à 20% de plus-value. C'est une action que je voudrais vraiment renforcer. C'est une action où je voudrais aller jusqu'à 3000 euros au moins. Le truc, c'est que je ne sais pas quand l'acheter en réalité. Mercado Libre est à un prix intéressant. Donc actuellement, à l'heure actuelle, là où je vous parle, je pourrais en racheter, ça ne me dérangerait pas. J'attends un petit peu de voir, j'attends de voir un peu ce qui se passe, mais c'est une action que je compte vraiment renforcer un jour pour monter à 3000 euros dans mon portefeuille. Ensuite, la troisième position en termes de pondération, eh bien, c'est Adobe. Alors, Adobe, je pense qu'on connaît tous la suite Adobe, qui est très large avec plein de modules de logiciels différents. Moi, je m'en sers pas personnellement, et ça, c'est un peu un frein sur le fait que j'investirais difficilement plus sur Adobe. Parce que, alors Adobe déjà, il y a quelques critiques sur le fait que l'IA pourrait vraiment poser des problèmes à Adobe. Effectivement, hein, c'est un cas possible, même si Adobe a su un peu prendre le virage, hein, puisqu'il propose déjà des solutions intégrées avec de l'IA. Donc on sent qu'ils réagissent bien à ce niveau-là. Adobe, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout une entreprise qui a une super linéarité de la croissance. Sur les dernières années, c'est vraiment une ligne droite, c'est assez spectaculaire. Et aussi, qui a des très bonnes marges, avec des très bons retours sur investissement, etc. Donc une excellente rentabilité. Sur son secteur en soi, c'est le leader. Il n'y a vraiment aucun autre leader. Et la boîte, elle est quand même très bien gérée depuis longtemps. Donc moi, c'est une entreprise qui me plaît beaucoup, mais j'aurais du mal à la renforcer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà,
Alors je pourrais monter à 3 000 $ aussi, hein, donc rajouter pour 1 000 $, mais c'est pas l'entreprise sur laquelle j'ai plus de conviction et surtout c'est pas l'entreprise qui a le plus de croissance. Tout à l'heure je vous ai parlé de Mercado Libre qui a à peu près 40% de croissance par an. Bon bah Adobe on est plus sur du 10%, donc on est quand même pas sur le même niveau de croissance. Et moi j'aime bien quand on a des entreprises quand même qui vont tâter du 10, 12, 15% de croissance si possible. 15% de croissance c'est vraiment très très bien pour moi. Mais 10% ça peut être un peu faible finalement. Ensuite, on a Dekers Outdoor qui compose 3000 € dans mon portefeuille que j'ai acheté en 3 fois, donc 3 fois 1000. Et Dekers Outdoor, c'est une entreprise qu'on voit très peu dans les portefeuilles, hein. Moi, je ne l'ai jamais vu dans le portefeuille d'un investisseur connu, etc. Donc, je ne sais pas si ça doit vous rassurer ou pas. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, Dekers Outdoor est une entreprise très sous-évaluée. Selon moi, on est à peu près à 14 fois aujourd'hui le free cash flow pour une entreprise qui, sur les dernières années, a eu à peu près 20% de croissance. Donc c'est assez fou. Je vous remets encore une fois le tableau de performance pour que vous puissiez comprendre où on se situe dans ce tableau. Et ça ferait qu'on aurait des super rendements si Dekers Outdoor continue à avoir de la croissance comme elle l'a eu. Aujourd'hui, je me suis positionné et je considère que là, ma position, elle est finie, elle est complète. Je vais avoir du mal à remettre plus. Sauf si les résultats étaient exceptionnels et que le cours bougeait pas, là je pourrais remettre plus, mais à part dans un cas comme ça, de toute manière il y a peu de chances que ça arrive. Donc voilà. Mais c'est une entreprise qui est super, qui a une très bonne rentabilité, pareil, qui a une excellente croissance et qui pour moi les problèmes qu'elle subit sont pas vraiment proportionnels à la décote de l'action en bourse, hein. C'est-à-dire que là, l'action en bourse, elle est à peu près au même prix qu'une entreprise qui n'a pas de croissance. Donc honnêtement, je trouve qu'elle est largement sous-évaluée et c'est pour ça qu'elle compose une forte partie de mon portefeuille. Et enfin, la première action Medpace Holding qui compose aujourd'hui à peu près 3500 € dans mon portefeuille. Alors, c'est la première position, mais c'est pas l'entreprise sur laquelle j'ai plus investi, hein, puisque l'entreprise sur laquelle j'ai plus investi, c'est Dekers Outdoor. Mais Medpace a fait une performance de dingo, littéralement, on est à 73% de plus-value. C'est lié à la publication des résultats d'il y a quelques jours à peine. Et donc, voilà, le cours s'est envolé. Alors, Medpace, honnêtement, c'est une entreprise qui est exceptionnelle. Déjà, on a une très bonne croissance autour de 20-25% par an, donc un petit peu comme Dekers Outdoor. C'est une entreprise qui a des bonnes marges, autour de 20, 25, 30%. Donc, pour l'instant, on est assez proche de Dekers Outdoor. C'est une entreprise de service, donc ils vont avoir une très bonne rentabilité de base, mais surtout le management est excellent et a fait des rachats d'actions qui étaient juste fous sur le dernier semestre, ce qui fait que comme l'entreprise reverse une grosse partie de son cash aux actionnaires, eh bien, elle réduit son equity et donc ça lui permet d'avoir un retour sur investissement, un ROE qui est exceptionnel, hein, qui monte à peu près 100%. Donc c'est assez dingue. Medpace, honnêtement, c'est une super entreprise que je pourrais renforcer si elle rebaissait un petit peu parce que là on est quand même monté à peu près 23 fois le free cash flow, donc ça commence à être un peu élevé pour moi. Je préfère investir quand on tournait autour à partir de 18, ça me convient. Et donc voilà pour Medpace Holding, qui est une super entreprise sur laquelle j'ai fait le plus de plus-value pour l'instant. Et qui va rester dans mon portefeuille encore longtemps, je pense, puisque l'entreprise est très qualitative. Évidemment, j'ai plein d'autres entreprises en watchlist, et que ce soit en watchlist pour PEA ou pour CTO, je peux vous mettre ici pour mon PEA donc la liste de toutes les entreprises qui font partie de ma watchlist, sachant que j'en ai peut-être oublié, donc je ne sais pas. Donc voilà, je vous laisse prendre un screen si vous voulez. Et en CTO, voici toutes les entreprises qui sont dans ma watchlist. Donc je fais défiler tranquillement pour que vous puissiez voir. Voilà, toc. Et l'idée, en fait, c'est que de toute manière, quand j'investis sur une entreprise, j'investis toujours de la même manière. C'est-à-dire que j'investis sur des entreprises qui sont rentables, qui ont un bon avantage concurrentiel, qui ont une bonne croissance. Aujourd'hui, je suis un peu plus exigeant sur la croissance, c'est-à-dire que je vais attendre du minimum 10%, mais en réalité plutôt du 13, 14, 15. C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à renforcer sur Adobe, par exemple. Et aussi je mets un gros focus sur le retour sur investissement, le ROCE, d'une entreprise, c'est très important pour moi. Et donc voilà. Ok, et donc je vous ai fait un petit récap ici sur ce document Google Sheet, donc qui montre que j'adore Google, hein, évidemment, avec toutes les données chiffrées que j'utilise en fonction pondérée donc par le poids dans le portefeuille.
quoique ces données ne sont pas à jour, mais bon, à peu près, hein. Et donc là, vous avez la moyenne de mon portefeuille pour voir que la croissance moyenne de mon portefeuille, des actions de mon portefeuille, pardon, elle est de 27% pour le free cash flow. Si on prend par exemple ici la marge free cash flow moyenne, elle est de 28%. Si on prend le ROC moyen, on est à 44%. Et si on prend le niveau de valorisation par free cash flow moyen, on est à 17,8, soit un free cash flow yield de 5,62. Voilà, donc vous pouvez screen tout ça évidemment pour avoir toutes les infos sur mon portefeuille. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.